Salut poto, comment tu vas? Moi ça va super puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser de très près à l'histoire d'un des groupes les plus légendaires de l'histoire du rock. Découvrons ensemble la face cachée des Guns N' Roses. Avant qu'on regarde ça, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner si ce n'est pas encore fait, et tu peux aussi activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Tu peux aussi soutenir mon travail sur Tipeee, faire partie de notre clique de gratteux en rejoignant le Discord de la chaîne, les liens sont en description. Cet épisode et les autres épisodes de Storytime sont aussi disponibles en podcast si tu préfères écouter l'histoire les yeux fermés avant d'aller te coucher. Pendant que tu taffes, tu fais comme tu veux, c'est disponible tout de suite sur la plupart des plateformes de podcast. Et maintenant, place à l'histoire. Oh, let's get ready to rumble! From Hollywood, Raqueros, Valientes, Guns N' fucking Roses! Tout commença dans les années 80 au Sunset Strip Boulevard. C'était un lieu où énormément de jeunes se réunissaient pour les clubs, les bars, jouer de la musique, à tel point qu'à cette époque, la police devait fermer le boulevard. Vraiment, tous les groupes y allaient, qu'ils soient petits ou grands. La plupart se réunissaient. Vous pouvez retrouver Jimmy Page, Nikki Sixx avec son groupe London avant les Motley Crue, Lemmy Kilmister et vraiment plein d'autres. Soul & Son, plus communément appelé Slash, fit la rencontre de Steven Adler en se cassant la gueule en BMX dans un skatepark. Steven l'emmena chez lui, ils vont écouter A Live de The Kiss sur une chaîne stéréo, et Steven va jouer à fond de sa guitare électrique tout en écoutant le disque, et Slash va trouver ça tellement cool qu'il va s'acheter la même guitare le lendemain. Au bout de 2 semaines, il savait en jouer, au bout de 3, il écrivait sa première composition. Son premier groupe se nommait Titus Sloan, c'était un groupe uniquement instrumental pour faute de n'avoir jamais trouvé de chanteur, mais le talent de Slash était déjà percevable. Un peu plus tard, Slash rejoint les Road Crew, il jouait des reprises et quelques compos, et quand Steven apprit la nouvelle, il voulut absolument faire partie du groupe. Il passa une audition, et Slash fut bluffé par ses performances à la batterie. Après ça, Steven et Slash ont rejoint le groupe London en 84, beaucoup d'artistes ont fait partie de ce groupe, c'était une sorte de tremplin, mais ils ne se sentaient pas à leur place. Slash, lui, aimait les choses plus hard. Comme dit précédemment, ils avaient l'habitude de traîner au Rainbow et se disaient pourquoi pas trouver un bassiste, car là-bas on pouvait y rencontrer toutes sortes de musiciens. Ils passèrent une annonce dans le journal, et le premier à y répondre fut Duff. Il apportait au groupe un aspect punk. À ce moment-là, il ne manquait plus qu'un chanteur pour leur groupe Road Crew. Axel, lui de son côté, cherchait un guitariste heavy metal, punk et glam pour son groupe Hollywood Rose. We ran an ad for a heavy metal punk glam guitarist. Slash, lui, voulait prendre Axel et Easy pour son groupe Road Crew. Axel refusa, mais comme Slash les suivait de partout, ils ont fini par travailler ensemble. Slash et Steven intègrent Hollywood Rose, et Easy est parti pour rejoindre London, le groupe qu'il venait tout juste de quitter. Ils ont fait quelques concerts, soirées, répétitions ensemble, puis ils se sont séparés. Non pas parce qu'ils faisaient de la mauvaise musique, mais parce qu'ils ne s'entendaient tout simplement pas. Au même moment, Axel décida de fusionner les groupes Hollywood Rose et LA Guns, qui donna le nom Guns N' Roses. À l'époque, c'était Tracy Guns qui était à la guitare et Rob Cartner qui était à la batterie. Easy réintègre le groupe et recrute Duff un peu par hasard, il joue dans le groupe une fois sur 2. Pendant ce temps-là, Slash rejoint les Black Sheep, et qui se ramène au premier concert où Slash se produit avec eux, Axel et Easy, puisque Rob Cartner et Tracy Guns venaient tout juste de quitter le groupe. Donc il leur manque un guitariste et un batteur, ils se produisent au Troubadour dans 7 jours, ils ont donc dit à Slash et Steven « Vous voulez faire partie du groupe ?» Slash quitte Black Sheep et rejoint Guns N' Roses. Axel avait le rock'n'roll, Duff le punk et Slash le heavy metal et le blues. Le combo parfait pour faire de la magie.
Ils sont très vite passés à la vitesse supérieure, puis Steven a commencé à prendre du crack, Slash se doper, ne cachait pas sa consommation d'alcool mais de drogue aussi. Dizzy, la copine de Easy, les a presque tous rendus accros à l'héroïne. Le groupe était bien là, ce n'était maintenant plus qu'une question de temps avant que quelqu'un les engage et les fasse connaître. Quelque temps après, Tom Zutaut, producteur et directeur d'Elektra Records qui a lancé les Motley Crue, repéra les Guns N' Roses et signa avec eux. Il a fallu presque 2 ans pour sortir l'album Appetite. Au départ, ils avaient Vicky Hamilton comme manageuse, mais selon Tom, elle ne faisait pas l'affaire. Personne ne voulait s'occuper d'eux, alors il demanda à Alan Niven de les prendre en charge car il était temps qu'ils sortent leur album. Puis ils ont eu assez de chansons. Appetite for Destruction sort, mais aucune radio ne veut passer leur chanson. MTV a décidé de ne jamais programmer Guns N' Roses car John Malone y voyait une menace pour les bons chrétiens et retirerait MTV du câble s'ils les programmaient. S'ils arrivent à vendre des disques, c'est uniquement parce qu'ils sont en tournée avec The Cult, Alice Cooper, Motley Crue et qu'ils jouent devant 10 000 personnes. Le lendemain, 100 ou 200 personnes achetaient leurs CD. Tom Zutaut va réussir à convaincre MTV de passer une seule vidéo des Guns N' Roses, mais ils vont avoir le droit à qu'une seule diffusion à 4h du matin, en espérant qu'aucune des connaissances de John Malone regarde la télé à cette heure-ci. Le lendemain, Tom Zutaut, en allant à son bureau, se rend compte qu'il a reçu une multitude d'appels sur son répondeur, la plupart provenant d'un dénommé Al Khoury, directeur de la promotion d'MTV. En le rappelant, Al, au téléphone, est complètement affolé et explique à Tom que le standard d'MTV a explosé. Ils ont reçu tellement d'appels que le standard d'MTV a pris feu. MTV n'a jamais reçu autant d'appels, c'était incroyable, et ça continue encore. Le single a été vendu 200 000 exemplaires par semaine, et le clip a été programmé. Le groupe commençait à faire la une des journaux concernant leur comportement et leurs excès. Axel, lui, avait arrêté la drogue en 86, mais le reste du groupe continuait de s'enfoncer de plus en plus. Ils étaient en train de devenir de vrais camés et certains d'entre eux avaient de gros problèmes de dépendance. Axel lança un appel sur scène en annonçant au public que s'il continuait à se droguer de cette façon, ce serait la fin des Guns N' Roses. C'est là qu'est né Mr. Brownstone. Axel avait peur que le groupe finisse par être détruit par la drogue. Il décida de prendre les devants en passant un message aux fans pendant qu'il jouait la première partie des Rolling Stones. Of too many people in this organization dancing with Mr. Goddamn Brownstone. Le groupe était sur le point d'enregistrer Use Your Illusion, mais Steven n'était pas toujours là. Et quand il était là, il n'arrivait pas à garder le tempo. C'était une période très difficile pour lui. Le groupe plaça Steven sous contrat, s'il replongeait, il est viré. Matt ne devait être qu'un remplaçant, mais Steven n'a pas réussi à décrocher, et il a été renvoyé du groupe. Les histoires ne faisaient que continuer, certains concerts partaient en émeute de plusieurs milliers de personnes. Le groupe fut même arrêté pour incitation à l'émeute. En sortant du stade, que plusieurs spectateurs déçus et frustrés par le comportement d'Axl Rose ont commis des actes de vandalisme. Les policiers débordés ont dû faire appel à la brigade anti-émeute. Après ça, le groupe fut numéro 1 mondial. Tout le monde sait que les histoires, ça fait vendre. Par exemple, plus tu censures un disque ou une drogue,
plus il ou elle sera consommé, c'est bien connu. Mais ce n'était pas toujours facile pour le groupe de subir les retards et les émeutes que déclenchait Axel, parce qu'il ne prenait même pas la peine de vérifier le son. Easy, lui, était clean depuis 3 ans, et il arrivait à un point où il avait besoin de changer d'air, de fuir toute cette drogue, cette pression, ces procès. Il ne supportait plus les retards d'Axel. Pendant un moment, il a fait bande à part, et ne partageait même plus le même tourbus que le groupe. Il a fini la tournée, puis il est parti. 15 jours plus tard, le groupe reprenait la route avec Gilby Clarke. Pendant la tournée, ils ont retrouvé Slash, mort près d'un ascenseur dans un hôtel. Ils ont appelé les urgences, son visage est resté bleu jusqu'à ce que les secours le prennent en charge et le réaniment. Il est mort pendant 8 minutes après une overdose, et il a dit « C'est pas grave, je suis mort 3 fois ». Axel est persuadé que son âme a quitté son corps et qu'une autre âme d'homme qui était une idée de Mike Paterno, l'avocat du groupe. Le document était justement fait pour éviter la disparition du groupe. Axel garderait le nom Guns N' Roses, mais perdrait la présidence. L'avocat pensait qu'Axel n'abandonnerait jamais les commandes de Guns N' Roses, mais ils se sont quand même séparés. Les membres du groupe se sont consacrés à de nouveaux projets. Slash créa Snake Pit et quitta les Guns N' Roses en 96. Duff sortait un album solo et Axel garda le nom Guns N' Roses, mais voulait quelque chose de complètement nouveau, d'innovant. Matt a été viré et quitta le groupe à peu près au même moment que Duff, qui frôlait la mort à cause de ses excès. Sa santé était évidemment plus importante qu'un groupe en décomposition. Axel recruta de nouvelles têtes, et pour être allé les voir en 2012, je peux t'assurer que ça n'avait vraiment plus rien à voir avec ce que l'on connaissait des Guns N' Roses. Mis à part Axel, les visages étaient différents et les sonorités étaient nouvelles. Aujourd'hui, alléluia, le groupe s'est enfin reformé, mais Steven, Matt et Izzy ne sont toujours pas de la partie. Les tournées continuent, aucun album a été annoncé, même si un premier son, Hard School, a fait son apparition en septembre dernier. Slash lui continue de sortir de nouveaux albums solo en featuring avec Myles Kennedy et les Conspirators. Les albums sont géniaux. On arrive à la fin de cette vidéo ou de ce podcast, j'espère que ça t'a plu. Même sans être un fan des Guns, l'histoire est captivante si on aime l'histoire de la musique et de la scène. Si tu as envie d'un épisode de Storytime avec un groupe ou un artiste que tu affectionnes, mets-le moi en commentaire et on en fera un épisode. Poto, je te laisse là-dessus, je te dis à très vite. Peace. C'est quand même la 4e fois que je tourne cette vidéo. Putain, avec les travaux là en plus, c'est... de malade.